N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bandeko Balandi, bonjour, bonsoir, c'est l'heure de point de l'air à laquelle vous nous captez. Tout ça, na Congo 10 Télévision, na émission Abino Notre Congo. Aujourd'hui, nous allons recevoir le président de la Force du Changement, candidat aux élections présidentielles du 30 décembre dernier. Il s'appelle Noël Tchani, que je dis bonjour. Bonjour, Excellence. Bonjour, je m'appelle Noël Tchani Mwadianvita. Mwadianvita. Merci, honorable Excellence. Excellence, toi aussi vous avez un drame, il y a là qui vous, pour te perdre plus de 140 familles à Congolais. Excellence, oui, vous le bagnez sur ça. Vous présentez vos condoléances à la famille puisque tout ça a un deuil national. Oui, effectivement, j'ai appris avec beaucoup de tristesse et d'indignation cette nouvelle du naufrage de ce bateau qui transportait tout plein de Congolais. Je voudrais présenter à toute leur famille, mais également au peuple congolais, parce que quand un malheur frappe chez chacun de nous, ça frappe toute la République. Donc je voudrais présenter toutes mes condoléances au peuple congolais, aux familles des victimes. Et je suis très indigné parce que ce n'est pas la première fois que nous avons un tel accident qui arrive. Nous avons la répétition de ces accidents, non pas simplement sur le lac Kivu, mais sur le fleuve Congo, mais également nous avons des accidents d'avions, des accidents aériens. Et je pense que tout cela reflète la situation dans laquelle le Congo se trouve aujourd'hui, l'absence totale de l'État. Il est important que nous puissions restructurer l'État pour qu'il puisse réglementer le trafic sur les fleuves, sur les lacs Kivu, sur d'autres lacs donc de la République démocratique du Congo, qu'on puisse réglementer ou réguler le transport aérien et s'assurer de la qualité des bateaux qui sont utilisés ou des avions qui sont utilisés de façon à protéger les Congolais, pour que, au-delà de ce deuil national, qu'on ne puisse pas avoir encore d'autres deuils régulièrement. C'est très important. Pourquoi? Parce que pour le moment, l'absence de l'État, qui est le résultat de la mauvaise gouvernance pendant toutes les années qui nous ont amenés donc jusqu'ici, a fait que le peuple congolais n'est pas sécurisé, n'est pas protégé. Le président de la République a remis 1000 bouées de sauvetage au gouvernement du site Kivu, je crois. Monsieur son Excellence Noël Tchani, qu'est-ce que vous pensez de cette action? Bon, chaque fois qu'il y a un geste de ce genre-là qui aille dans le sens d'exprimer la solidarité à l'égard de compatriotes qui sont dans une situation difficile, c'est toujours apprécié. Mais comme je l'ai dit, nous ne devons pas réduire les actions de l'État à aller donner quelques cadeaux aux gens pour pouvoir donc soulager les souffrances. Ce que nous devons faire, c'est prévenir plutôt que guérir. Et pour prévenir, nous avons besoin de restructurer l'État pour que l'État fasse bien son travail, de réguler, de réglementer, de veiller à la bonne santé des bateaux qui sont utilisés, de veiller à la bonne santé des avions, des camions, de tout, pour que le peuple congolais ne soit pas tout le temps mis devant un fait accompli, soumis à des risques hautement incontrôlés. Vous étiez candidat président aux élections du 30 décembre dernier. Monsieur Noël, durant cette élection, quelle est votre analyse? Est-ce que l'élection est le cas qui bien? Est-ce que Ndenge Ozwa qui était dans la candidature à la présidence, et là qui bien vous avez mis des témoins, Maramnio c'est le cas qui ferait, ou bien il y a eu punch électoral? Oui, depuis d'abord, je vais vous dire que j'avais accepté la défaite et j'avais reconnu le président actuel en disant nous devons aller de l'avant. Mais je dois être très clair que je pense qu'en tant que Congolais et en tant que candidat à la présidence de la République, j'avais trouvé que les élections ne s'étaient pas bien passées. Elles ne s'étaient pas bien passées parce que les conditions pour mener une bonne campagne compétitive n'étaient pas réunies. Par exemple, je n'ai jamais vu dans une démocratie où il y a plusieurs candidats, je n'ai jamais vu une élection présidentielle où il n'y a pas de débat présidentiel. J'aurais souhaité qu'il y ait des débats contradictoires entre candidats pour que chacun des candidats présente sa vision au peuple congolais
et que le peuple congolais ait l'occasion d'apprécier, de juger. Quand vous avez 4, 5, 21 candidats devant vous et chacun doit parler, tout le monde allait se faire une idée de qui est la meilleure personne possible pour diriger le pays. Mais j'estime que ces corrections peuvent être apportées dans les prochaines élections présidentielles. Deuxième chose que j'avais regrettée pendant cette campagne, c'est que les conditions n'étaient pas les mêmes pour tous les candidats. Par exemple, vous vous rappelez, le candidat du FCC bénéficiait donc d'un soutien illimité de la part de l'État. Il utilisait les fonds de l'État pour faire sa campagne. Il avait une protection policière au moment où nous, les autres candidats, on n'avait pas cela. Il utilisait les avions de l'État pour se déplacer à l'intérieur donc du pays. Nous, on n'avait pas cette possibilité-là. Donc, on avait créé les conditions injustes entre candidats pour pouvoir favoriser tel candidat contre les autres. Et j'espère que dans l'avenir, on pourra gérer ces questions-là pour que tout le monde soit mis dans la même situation. Au-delà de cela, j'avais regretté le fait que l'élection ait simplement un seul tour. Quand il y a 21 candidats, il est tout à fait impossible au peuple congolais de se faire une idée de qui est le meilleur candidat. Je pense qu'on aurait dû procéder à ce que j'appelle les éliminatoires, qui pouvaient permettre d'amener au deuxième tour 2 candidats et à ce moment-là, le choix pouvait être clair. Et enfin, j'avais regretté le fait que nos compatriotes de la diaspora, qui représentent à peu près 10% de la population congolaise, nos compatriotes de la diaspora n'avaient pas droit au chapitre, n'ont pas eu l'occasion de voter pour les candidats de leur choix. Il faudrait que dans l'avenir, qu'on puisse prendre des mesures de façon à les enregistrer, les enrôler à temps pour qu'ils puissent participer au choix des dirigeants du pays. Donc, si on fait ces choses-là, ces corrections, je pense que les élections dans l'avenir pourraient être meilleures que celles que nous avons connues en 2018. Les souverains primaires veulent savoir la position de la force du changement. À l'instant, vous êtes dans l'opposition ou vous êtes du côté du pouvoir? Vous soutenez... Vous savez, la notion de l'opposition au Congo, elle est évolutive. J'étais dans l'opposition par rapport au régime sortant, au régime de Joseph Kabila qui a causé beaucoup de torts à notre pays, qui a causé beaucoup de morts, qui a mal géré ce pays, entraînant la pauvreté de nos compatriotes, une pauvreté généralisée, et qui a créé l'insécurité généralisée sur l'ensemble du territoire national. Donc je ne pouvais pas m'identifier avec ce genre de régime-là. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président de la République. Donc c'est délicat. Pourquoi? Parce que je suis favorable au nouveau président de la République. Lui et moi et son père, moi et l'UDPS, nous avons partagé la même vision pendant très longtemps. Donc de ce point de vue-là, je suis dans le même camp que le président de la République actuel. Mais je ne suis pas dans le même camp que les gens du FCC. Or, le président de la République actuelle est en mariage, en cohabitation avec le FCC. Ça crée une situation difficile. Si bien que j'ai décidé, au cas par cas, quand il y a une question d'intérêt national, je prends une position objective. Je ne peux pas soutenir aveuglement, mais je ne peux pas me dire que je suis dans l'opposition par rapport au régime, parce que si le régime est symbolisé par le président de la République, je suis en accord et je soutiens ce président de la République, mais je ne suis pas d'accord avec le FCC qui est en cohabitation avec le président de la République. Et le président qui veut déboulonner le système qui est en vent, Monsieur Noël, quelle est votre idée par rapport à ce déboulonnement? Oui, moi je crois que lorsque le président a utilisé le mot déboulonner le système, ça reflète exactement ce que moi je pense. Mais ils sont en mariage. Qu'est-ce que moi je pense? J'arrive. Le système en place est caractérisé par la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire, ce système-là a amené la pauvreté au peuple congolais. Aujourd'hui, plus de 85% de la population du Congo vit dans la pauvreté la plus totale. Ce système a fait que nous avons connu 85 fausses communes dans le Grand Kasaï, les fausses communes de Maluku, les charniers humains à l'est de la République. On a tué nos compatriotes. Je ne peux pas m'associer avec un régime de ce genre-là. Alors, au-delà de ça, c'est un système qui est tellement corrompu que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. C'est-à-dire qu'on nous vole tout l'argent, on va mettre ça dans les comptes offshore à Panama, dans les paradis fiscaux et consorts. Alors, avec tout ça, je crois que le système de violation des droits humains qui ont fait que nos compatriotes comme les Floribert Chebeya, comme les Thérèse Kapangala, comme les Rossi Chimanga ont été tués, les Mamadou Ndala ont été tués.
Ce système-là, c'est un système ignoble, c'est un système dictatorial. Donc, déboulonner le système veut dire changer tout ça. Si c'est cela, changer tout ça en un système qui donne la liberté au peuple congolais de vaquer à ses opérations, de vivre correctement sur l'étendue du territoire national, de se consacrer aux efforts de développement du pays, je soutiens totalement l'idée du président de la République en utilisant le mot déboulonner le système. Mais avec ce mariage FCC-Cash et les déboulonnements, les gens veulent vraiment comprendre, est-ce qu'il n'y aura plus le mariage? Moi, je pense que nous devons être sélectifs dans ce que nous voulons. Je ne connais pas d'abord, quand on me parle d'accord entre Cash et FCC, je ne connais pas ces accords-là parce que moi, je n'ai pas vu ça. Et j'estime que dans une société démocratique, on ne doit pas signer des accords secrètement sur le dos du peuple congolais. Il faut qu'on sache ces accords-là, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire fermer les yeux sur les crimes qui ont été commis, au vu et au su de tout le monde? Est-ce que ça veut dire ne pas poursuivre les corrompus qui ont volé l'argent du trésor public et le connaissons très bien? Je voudrais connaître ces accords-là et je demande à ceux qui ont signé ces accords de les publier parce que c'est ça la démocratie. La démocratie ne veut pas dire que vous devez venir et vous cachez des choses au peuple et vous prétendez parler au nom du peuple. Je veux qu'on publie ces accords pour que le peuple congolais soit édifié de ce qu'ont fait les représentants, ceux qui sont supposés le diriger, qu'est-ce qu'ils ont pris comme engagement. Donc, au-delà de cela maintenant, nous en arrivons à la question donc, de la désignation du Premier ministre. Oui. On me dit que l'accord voudrait que le Premier ministre donc vienne du FCC. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le FCC a mal géré ce pays. Le FCC a trahi le peuple congolais. Nous ne voulons plus voir. Le peuple congolais ne veut plus voir les mêmes individus qui l'ont trahi, qui ont mis notre pays à genoux, venir le diriger aujourd'hui. Je demande au président de la République de regarder dans les 92 700 000 personnes que nous sommes en tant que population de la RDC et de trouver cet oiseau rare-là qui va devenir Premier ministre de la RDC, c'est-à-dire quelqu'un qui incarne la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance que je viens de dénoncer tout à l'heure, mais qui symbolise le changement positif attendu par le peuple congolais, et quelqu'un qui est intègre, qui est bien éduqué, bien instruit, qui a une vision de développement et qui est capable de mettre le peuple congolais au travail. Mais ne pas mettre un Premier ministre du FCC, c'est violer la Constitution. Mais que dit la Constitution? La Constitution donc dit ceci, que le Premier ministre sort de la majorité au pouvoir. Et vous savez ce que ça veut dire la majorité au pouvoir? S'ils ont signé un accord, ça veut dire que l'UDPS, le CACH et le FCC forment cette majorité au pouvoir. Dans ces conditions-là, le Premier ministre ne doit pas nécessairement venir du FCC. Il peut venir de ce grand groupe-là maintenant qui regroupe tout le monde. Et quand on parle de l'UDPS, vous savez quoi? C'est tout le peuple congolais. Ça veut dire qu'on peut trouver le Premier ministre n'importe où à travers le pays et on va justifier cela en disant cette personne est de l'UDPS, donc il est qualifié pour devenir Premier ministre de la République démocratique du Congo. Quel est le profil du Premier ministre? À mon avis, le Premier ministre doit être quelqu'un qui peut mettre le peuple congolais au travail, qui peut avoir une vision complémentaire à celle du chef de l'État, de sortir le Congo du sous-développement pour en faire un pays émergent en quelques années, de créer des conditions de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, quelqu'un qui est rassembleur, c'est-à-dire qui peut travailler avec tout le monde, quelqu'un qui peut symboliser la rupture par rapport à la mauvaise gouvernance du passé, mais symboliser aussi le changement positif tant attendu par le peuple congolais, quelqu'un qui est intègre, qui est intelligent, qui est éduqué, qui est expérimenté, qui a travaillé, qui a de l'expérience professionnelle et qui peut mettre tous ces atouts ensemble pour mettre le peuple congolais au travail. Qui a travaillé, vous avez dit qui a travaillé, mais qui a travaillé dans le système de M. Kabila? Non. Quand on dit qu'il a travaillé, cela ne veut pas dire dans le système de M. Kabila. C'est lui qui a travaillé dans le système de M. Kabila. En réalité, on ne devrait même pas le considérer pour diriger ce pays parce qu'il symbolise la mauvaise gouvernance. Mais il y a des gens qui ont travaillé dans des organisations internationales, qui ont travaillé dans le secteur privé. J'arrive. Qui ont travaillé dans des organisations internationales, dans le secteur privé, dans les ONG. Il y a des gens qui viennent avec toute une série d'expériences. Et aussi, même s'ils ont travaillé dans le système ici,
Il y a des niveaux, il y a des gens qui ont été les symboles de la mauvaise gouvernance. Ces gens-là, les noms que vous connaissez là, on ne veut plus en entendre parler. Mais il y a des jeunes gens aussi qui peuvent être considérés, qui sont propres, qui, malgré le fait qu'ils étaient du système, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour rester congolais, pour rester donc propres. Donc, le président de la République a tout un pool de ressources humaines. Il peut tirer un de ces éléments-là, propre, intègre, éduqué, expérimenté, visionnaire, pour pouvoir donc le complémenter au niveau donc du gouvernement et diriger ce pays au profit de tout le monde. Il y a eu les élections de gouverneurs, Monsieur Noël. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gouverneurs qui sont élus? Ils sont normalement du FCC à 90%, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour le bien du peuple congolais? Je voudrais exprimer ma désolation du fait que le FCC a envahi toutes les institutions de la République. Et les gouverneurs des provinces, les sénateurs, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, donc on trouve les gens du FCC partout. Et je pense que le peuple souverain n'a pas réalisé qu'on votait pour les gens du FCC. Le peuple souverain, on l'a menti, on a trompé le peuple. Parce qu'il n'y avait sur les signes, les affiches publicitaires, aucune indication que telle personne faisait partie du FCC. Si les gens savaient qu'ils faisaient partie du FCC ou de la majorité présidentielle au pouvoir, on n'aurait pas voté pour eux. Mais ce nous avons aujourd'hui. Ce que je demande, c'est que ces gens-là prennent conscience que l'avenir de ce pays-là dépend de leurs actions. S'ils continuent à faire allégeance à leur autorité morale qui a mal géré ce pays pendant toutes ces années ici, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Mais je voudrais dire aux gouverneurs, je voudrais les mettre en garde, parce que peut-être qu'ils ne savent pas. Le président de la République a des pouvoirs constitutionnels pour changer un gouverneur de province à tout moment. Vous savez comment? Comment? Nous avons des organes de contrôle. L'inspection générale des finances, la Cour des comptes, l'inspection générale de la territoriale. Il faut juste attendre 6 mois de fonctionnement des provinces. On envoie ces organes-là auditer une province quand on trouve que vous gérez mal, conformément à la philosophie donc du FCC, de se servir au lieu donc de servir. Le chef de l'État peut suspendre immédiatement un gouverneur, organiser une enquête, réorganiser les élections et mettre ce gouverneur donc à la porte. Moi, j'espère qu'il va utiliser cet instrument qui est très important pour arriver à opérer le changement. Mais quand on va frapper un gouverneur, un deuxième, tout cela, ils vont se convertir, ils ne seront plus du FCC. Ils vont se conformer à la philosophie du chef de l'État. En parlant des élections, aujourd'hui, l'opposition ne va plus participer au bureau définitif de l'Assemblée. Est-ce que nous allons dans le chaos des législatifs? C'est indicatif de ce que nous pouvons attendre de ce Parlement. Le Parlement qui est rempli donc des gens qui sont arrivés là-bas par la corruption et certains ont été nommés plutôt que d'être élus. Mais je voudrais inviter les députés de l'opposition à faire preuve de maturité. Si vous pratiquez la politique de la chaise vide, vous laissez la place donc à l'ennemi, et l'ennemi va envahir toutes les institutions. Il faut rester à l'intérieur, il faut discuter avec eux, il faut négocier avec eux, il faut que l'opposition soit représentée en nombre suffisant dans le bureau définitif. J'ai compris qu'il y a un bureau donc de 7. Sur les 7, il faut réserver au moins 2 à 3 places à l'opposition. C'est ça qui va faire donc l'équilibre des pouvoirs. Mais au-delà de cela, je voudrais insister de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Ouais. Nous avons 2 candidats aujourd'hui. Nous avons un candidat du FCC et nous avons Henri Thomas Lokondo, qui est du FCC certainement, mais qui a démontré pendant plusieurs années qu'il est indépendant d'esprit. Quand il fait des analyses, il ne suit pas simplement la ligne aveugle d'orientation donc du FCC. Il s'est détaché du FCC lorsqu'il le fallait et il a de l'expérience pour avoir été au Sénat et à l'Assemblée nationale pendant un total de 12 ans. Et c'est un homme intègre à ma connaissance. Moi, je pense qu'à l'étape actuelle où se trouve notre pays, c'est important d'avoir quelqu'un de ce genre-là. Pourquoi? Parce que si on a une marionnette qui peut être téléguidée à distance par Kingakati, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Je demande aux députés nationaux de pouvoir prendre en considération sérieusement la candidature de Henri Thomas Lokondo. Dans les conditions actuelles, c'est le meilleur candidat que nous puissions avoir pour diriger l'Assemblée. Excellence, vous pensez que Mme Janine Mabunda est une marionnette de M. Kabila?
Bon, elle continue à parler elle-même jusqu'aujourd'hui, là, quand elle parle de Kabila, elle l'appelle Excellence Monsieur le Président de la République. C'est un ancien président de la République qui n'est plus président de la République. Et puis Mabunda aussi, on l'a connue, elle était ministre du portefeuille. Oui. Quand elle était au portefeuille, la corruption était partout. Elle s'est retrouvée dans une situation de conflit d'intérêts où il y a une compagnie, Raincold, qui a acheté des concessions de l'État. Mais une fois qu'ils ont acheté, elle se retrouve dans le conseil d'administration. Donc elle a été corrompue pour qu'on la mette dans le conseil d'administration. Ce n'est pas une personne comme ça dont nous avons besoin pour diriger l'Assemblée nationale. Je voudrais promouvoir, moi, la parité hommes et femmes. Mais il faut savoir promouvoir la parité en tenant compte de certaines valeurs. Elle ne répond pas à ce profil-là pour diriger l'Assemblée nationale. Et les désordres qui se passent pour le moment dans toutes les institutions, les gens disent que c'est grâce à Corneille Nangaa et Monsieur Basengezi. Et la CENI demande une protection diplomatique à Nangaa et Basengezi d'obtenir l'annulation de sanctions américaines. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par là, monsieur? Il faut savoir pourquoi monsieur Basengezi, monsieur Nangaa et d'autres de la CENI ont été sanctionnés. Ils sont accusés de corruption. Et pas une petite corruption, c'est une grosse corruption. On estime que sur l'achat des machines à voter, ils ont surfacturé. Ils ont augmenté les prix des machines à voter pour s'enrichir personnellement. Et les Américains les accusent d'avoir pris à eux seuls plus de 100 millions de dollars. Il faut que le peuple congolais comprenne. 100 millions de dollars, ça veut dire vous pouvez utiliser cet argent-là pour payer tous les enseignants à travers toute la République démocratique du Congo, tripler leur salaire pour permettre à nos compatriotes de vivre correctement. Ouais. Mais ça, ce sont des crimes énormes. Moi, je voudrais plutôt que de pouvoir faire le lobby pour enlever les sanctions. Je demande au procureur général de la République, au procureur général près de la Cour de cassation, d'initier une enquête, de regarder de très près dans cette histoire, d'interpeller donc les accusés, ceux qui sont accusés, et d'arriver à des solutions, c'est-à-dire si ils n'ont pas commis des crimes, en ce moment on va les blanchir. Mais si on arrive à déterminer qu'ils avaient tripatouillé les arrangements pour acheter donc ces machines, il faut qu'ils subissent les rigueurs de la loi. Parlant de drame, le milicien de Maï Maï a tourné le dos au monsieur le président de la République. Les qui? Le milicien le milice plutôt du Maï Maï. Ils ont tourné le dos au président de la République. Ils devaient cesser le fait, donner leurs armes au président de la République, mais ils ne l'ont pas fait. Bon, c'est un processus. Ça continue toujours. C'est un processus. Vous savez que ces milices ont été entretenues pendant plusieurs années. Ils vivent de ces activités-là. Des activités frauduleuses donc dans les mines et consorts. Il faut qu'on trouve un mécanisme pour les sortir de ces activités, mais en créant de nouvelles opportunités pour eux. Je voudrais mettre l'accent sur ce qu'on appelle les programmes de démobilisation et de réinsertion des milices dans la société. Par exemple, vous déposez les armes, on vous donne une petite assistance, on vous forme pour que vous puissiez devenir un homme d'affaires privé. Ou bien on vous donne une formation pour que vous puissiez aller faire l'agriculture, l'élevage ou la pêche. Donc, il faut un donnant-donnant pour sortir les gens d'une situation délicate et leur permettre de vivre en faisant autre chose que les activités illégales des mines ou bien de représailles donc de la population et consorts. Donc c'est un processus. Le président de la République a donné un message et je pense que ce message est entendu et il faut maintenant que nous puissions accompagner ce message-là d'autres actions pour convaincre ces gens à sortir de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelques peuples, il y a la population qui réclame la suspension du Sénat. Moi, je ne réclame pas la suspension du Sénat, je réclame la suppression du Sénat. Oui, et je vais vous dire pourquoi. La suppression du Sénat. Ouais. Nous avons une chambre, un parlement à deux chambres. Oui. La chambre basse qui est l'Assemblée nationale et la chambre haute qui est le Sénat. Oui. Mais le lien entre les deux chambres, c'est comment? C'est que quand il y a un projet de loi, il est conçu au niveau de la chambre basse, de l'Assemblée nationale. Et une fois qu'on a décortiqué le projet, on l'a adopté, on l'envoie en deuxième lecture au niveau du Sénat. Si le Sénat est d'accord avec l'Assemblée nationale, ça passe, on envoie le projet donc au président de la République pour promulgation. Mais si le Sénat n'est pas d'accord et que les deux n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est la version de l'Assemblée nationale qui prime, qui va passer. Donc le Sénat est ce qu'on appelle en anglais irrelevant.
il ne sert à rien. Ça n'ajoute pas de la valeur. Donc, moi, je pense que pour des raisons d'efficacité, de rapidité dans le processus de traitement des projets de loi et pour des raisons budgétaires, il est important de supprimer le Sénat et de rester simplement avec l'Assemblée nationale qui va jouer le rôle donc du Parlement. Ce que je dis là, ce n'est pas simplement à la RDC que ça s'applique. Le Sénégal a fait la même chose. Le Sénégal a supprimé le Sénat chez eux, ils sont restés avec l'Assemblée nationale et ça fonctionne très bien. Mais c'est le même Sénat qui nous a sauvés durant le mandat de M. Kabila. Il a fallu faire le 3e mandat. Mais le Sénat avait refusé ça. Je regrette. Les gens accordent beaucoup d'importance à M. Kengo et qu'il avait joué cela. M. Kengo fait partie du problème. Il a fait du problème, il connaissait ce qu'il faisait, c'était pour des raisons de publicité personnelle. Mais si nous avons une bonne Assemblée nationale, cette Assemblée nationale constituée donc des gens qui sont des patriotes, qui ont une bonne vision pour notre pays et qui sont prêts à se sacrifier pour l'intérêt du pays, on va réaliser le même résultat, pas en attendant qu'on aille d'abord donc au Sénat, mais on va réaliser le même résultat en restant avec un Parlement composé simplement de l'Assemblée nationale. Avant de finir, M. Moïse Katumbi a quitté. Il peut venir travailler avec vous, avec M. Félix? Ça, c'est son problème, c'est un individu. Moi, je ne vais pas commenter sur les cas individuels. Il y a des milliers donc de gens qui sont au tribunal donc en République démocratique du Congo. Je ne vais pas commenter sur chacun des cas de ces individus-là lorsqu'ils sont acquittés ou ne sont pas acquittés. Donc, je souhaite simplement que l'avenir qu'on tienne compte de tous les Congolais, qu'on donne la chance à tous les Congolais, mais qu'on tienne tout le monde responsable de ses actes. Ceux qui ont géré et qui ont mal géré le pays, qu'on les tienne responsables de leurs actes. Ceux qui ont volé de l'argent, qu'on les amène au tribunal. Ceux qui ont été corrompus, qui ne puissent plus jamais occuper des fonctions publiques. Donc, je veux qu'on ait un principe général qui s'applique à tout le monde. Et je ne veux pas personnaliser les débats. Ouais, vous pouvez analyser sur le programme de 100 jours de M. le Président de la République? C'est trop tôt de le dire. Le programme de 100 jours, d'abord, je ne sais pas pourquoi on a annoncé un programme de 100 jours. Programme d'urgence. Oui, mais d'urgence, on va régler quoi pendant 100 jours? Donc, pas grand-chose. On a un mandat de 5 ans, il faut attendre 5 ans pour pouvoir évaluer cela. Les 100 jours, donc, ça montre peut-être la bonne volonté qu'on veut travailler. De ce côté-là, c'est positif. Mais on ne peut pas construire l'hôpital général de référence donc en 100 jours. Ce n'est pas possible. On ne peut pas construire, sauf à faire ce que j'appelle du saupoudrage. On ne peut pas construire donc une route qui aille donc de Kinshasa à Ngandajika en 100 jours. Donc, je crois que la bonne volonté est là. Ce programme montre simplement qu'on veut travailler. Mais quant à évaluer, à dire qu'on a réalisé des grandes actions, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Il faut attendre à la fin de 5 ans pour évaluer donc ce que le président Félix aura réalisé avec son gouvernement. La force du changement a combien de députés nationaux? Non, la force du changement n'avait pas présenté des candidats à la députation nationale. Nous avons fait un choix stratégique de ne pas aller vers ce côté-là. D'ailleurs, nous savions que les députés ne seraient pas élus, ils seraient nommés. Donc on n'a pas voulu être dans cette situation-là. Donc on n'a pas de députés au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a pas de sénateurs. La force du changement, c'est une structure d'appui et de vulgarisation à notre vision de développement qui est le plan Marshall. Et nous pensons que chaque jour, nous entrons dans les têtes des Congolais. C'est un travail de longue haleine. Nous allons diffuser ce message-là. Je vous informe que le 23 mai, nous allons animer une grande conférence à l'UNIKIN dans la salle de promotion à partir de midi, où tout le monde est invité d'ailleurs, pour présenter notre vision de développement qui est le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction du développement de la RDC. Avant de faire ça à l'UNIKIN, on va faire le 10 mai à l'IPEN dans la salle K2 à partir de 10 heures. Une session aussi de présentation du plan Marshall, de notre vision de développement. Nous allons partir donc de Kinshasa pour aller dans des provinces, dans chacune des universités. C'est un travail de longue haleine pour éduquer le peuple congolais à savoir que nous devons avoir une vision partagée pour le développement de notre pays. Donc, et au fur et à mesure qu'on gagne les têtes des Congolais, je pense qu'on se positionne pour les années à venir, les échéances en 2023 ou 2028, vous allez nous trouver sur le chemin. Ok, merci Excellence. Votre mot de la fin pour finir l'émission prend sa fin. Le mot de la fin, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. Le Congo vient de tourner la page d'une dictature la plus virulente donc de l'histoire de l'humanité, où on a tué beaucoup de nos compatriotes. Nous avons réussi à faire ce qu'on appelle une passation civilisée de pouvoir, avec imperfection bien sûr, mais c'est une passation quand même. Et j'invite le peuple congolais à se mettre tous au travail,
à aider ce nouveau régime-là à aller de l'avant pour que nous puissions consolider la démocratie et créer donc les bases du développement économique et social donc durable. Pour cela, nous devons combattre des antivaleurs telles que le tribalisme, le clientélisme, le provincialisme, la corruption, les Chancelo Kopamba, ces mauvaises habitudes-là qui ont cloué le Congo donc au sol pour que nous devenions donc un peuple comme toujours, mais qui veut que son pays puisse donc avancer. Voilà, c'en est fini. Merci Jonathan à la prise de vie, merci Riyad à la réalisation, à la coordination. Nous avons Zidane Fekula et un patriote humble, Andrés Katende Chilombo. Merci Excellence, c'en est fini.